Trésors du Saint-Laurent, à la découverte des refuges marins des coraux et éponges. Dans cette série de 2 épisodes, on plonge dans le golfe du Saint-Laurent à la découverte de coraux et des éponges d'eau froide, des animaux méconnus, pas comme les autres. Mon nom est Camille Pépin, une biologiste curieuse et passionnée des milieux marins. Et mon nom est Léa Roy, agente de projet au Comité ZIP Gaspésie. Vous écoutez Trésors du Saint-Laurent. Dans le premier épisode, on a parlé de la biologie des coraux et des éponges et pourquoi ils sont si importants. Dans cet épisode, on découvre comment protéger les coraux et les éponges d'eau froide du Saint-Laurent tout en se familiarisant avec les techniques employées pour les étudier. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre sur les coraux et les éponges du Saint-Laurent? Justement, plus encore, mais surtout comment les protéger. Aujourd'hui, dans cet épisode, on cherche à approfondir nos connaissances sur de drôles de créatures que sont les coraux et les éponges d'eau froide du Saint-Laurent. Comment est-ce qu'on peut les protéger? Comment fait-on pour les étudier? Pour répondre à ces questions, j'ai la chance d'être en compagnie de Jade Brossard, biologiste en conservation marine à la Direction régionale de la gestion des écosystèmes de pêche et océan Canada, et Geneviève Faille, biologiste aux aires marines protégées à la Direction des sciences pélagiques et écosystémiques de pêche et océan Canada. Bonjour à vous deux! Bonjour Camille! Bonjour Camille! Jade, qu'est-ce que ça fait une biologiste en conservation marine? Ça fait plusieurs choses. En fait, une de mes tâches, moi, c'est surtout de faire la gestion des refuges marins, des coraux et des éponges dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, une fois qu'on a établi des aires de conservation marine, c'est important de faire le suivi et d'en faire la gestion. Donc, que ce soit d'analyser les activités au cas par cas qui se déroulent dans les refuges marins ou de faire de la sensibilisation parce que, en fait, par exemple, pour ce qui est des coraux et des éponges, ben oui, on a des refuges marins qui les protègent, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas, en fait, qu'il y a des refuges marins dans le golfe du Saint-Laurent et même qu'il y a des coraux et des éponges qui sont présents. Donc ça, c'est une chose. Mais aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des nouvelles aires de conservation marine. Donc, on recherche des spots qui peuvent être intéressants là, au niveau de la protection. Vous avez mentionné que vous êtes à la recherche constante de nouveaux endroits, nouveaux spots. Comment est-ce qu'on sélectionne un endroit, un spot qui est digne d'être protégé ou... C'est sûr qu'on y va plus avec l'importance écologique de la zone. Ça peut être aussi pour protéger des espèces en péril ou encore de réduire certaines activités humaines qui sont présentes. Donc, ça peut avoir plusieurs buts là, de mettre en place des aires de conservation marine. J'étais curieuse de savoir quels étaient les paramètres qui qualifiaient un milieu important écologiquement. Il y a plusieurs paramètres. Ça peut être l'abondance d'une espèce, ça peut être aussi protéger un habitat unique ou rare qui amène une grande diversité ou une grande productivité dans l'eau. Ça peut être de protéger des espèces en péril. Donc, il y a vraiment plusieurs facettes de protection qu'on peut installer. Et vous, Geneviève, en quoi consiste votre travail à Pêche Océan Canada? Mon travail, c'est principalement de faire le suivi d'aires protégées ou de zones de conservation et d'aller chercher des données sur les zones d'intérêt pour faire des projets de conservation. Donc, d'aller dans le milieu marin, d'aller récolter des données, puis de produire de l'information à partir de ça. Quand vous parlez de zones d'intérêt, qu'est-ce que vous voulez dire? Des zones d'intérêt, c'est des futurs sites, en fait, qui pourraient être intéressants pour développer des projets de conservation qui ne sont pas encore mis en place. En fait, nous, du côté des sciences, on va aller collecter des données pour pouvoir décrire les espèces, les habitats. Puis ensuite, on va les fournir plutôt aux côtés de la gestion qui vont pouvoir évaluer l'intérêt des sites. Fait que ça va être le travail de Jade, par exemple. Exactement. Geneviève, comment a-t-on découvert les endroits dans le Saint-Laurent qui sont habités par les coraux et les éponges d'eau froide? Oui, en fait, ça, c'est un travail qui s'est échelonné sur un très grand nombre d'années pour réussir à décrire ces écosystèmes-là. Mais tout est basé principalement sur des relevés scientifiques faits par Pêche Océan depuis les années 90 partout dans l'estuaire et le golfe à l'aide de chaluts. Donc, des chaluts, ça, c'est des filets qu'on traîne sur le fond qui permettent de récolter toutes les espèces de poissons, d'invertébrés qui se trouvent là.
Et dans ces relevés-là, bien, ça nous permet d'identifier nos espèces qu'on retrouve dans le golfe, de les compter, de savoir leur abondance. Donc ça a fourni une grande base de données sur la diversité de nos espèces. En fait, depuis le début des années 2000, il y a un intérêt au niveau international sur les coraux et les éponges parce qu'ils ont été identifiés comme des habitats et des espèces vulnérables. De la même façon, au Canada, on a identifié comme objectif d'aller protéger ces espèces-là. Donc, depuis une vingtaine d'années, on amasse des données sur où se trouvent nos différentes espèces de coraux et d'éponges. Et même, on a fait une étude pour aller voir où sont les zones de concentration, donc où il y en a le plus pour pouvoir les protéger par la suite. Donc, en fait, avec toutes les données amassées par les relevés au chalut de distribution de nos coraux et nos éponges, bien, ça nous a permis de vraiment définir c'est quoi leur habitat. Donc, si on pense à nos plumes de mer, elles, on les retrouve vraiment dans le chenal laurentien. Le chenal laurentien, c'est une vallée sous-marine là, qui part de l'Atlantique, qui remonte au travers du golfe du Saint-Laurent jusque dans l'estuaire. Et c'est très profond. Là, ça se trouve entre 300 et 500 mètres de profondeur et avec un fond très, très meuble. Ensuite, les données nous ont aussi permis de voir que les éponges de mer, elles, se trouvent à beaucoup plus d'endroits, donc même côtiers, jusque dans des profondeurs de 500 mètres, qui a un très grand nombre d'espèces, mais on va les retrouver en plus forte concentration dans les endroits surtout rocheux ou des endroits où il y a des très gros rochers dispersés sur le fond. Puis nos coraux mous, elles aussi, certaines espèces vont être plus côtières, d'autres vont se retrouver plus profondément dans le chenal. Donc, à l'aide de ces données-là, on a vraiment pu avoir un portrait clair de où se trouvaient nos coraux et éponges. On a demandé aux gens comment est-ce qu'on étudie les coraux et les éponges. En plongée, j'imagine. Oui. Bien, il faut plonger. Donc, comment est-ce qu'on étudie les coraux et les éponges? À Pêche Océan, il y a une méthode qu'on utilise depuis déjà plusieurs années qui est la vidéo et la photo sous-marine. Donc ça, c'est une méthode hyper intéressante, entre autres parce qu'elle a moins d'impact sur le fond par rapport à un chalut. Donc, va moins briser ces organismes ou ces habitats-là qui sont fragiles. Puis aussi permettre d'aller chercher d'autres types d'informations. Donc là, on peut aussi voir comment nos espèces se comportent sur le fond, comment ils interagissent avec d'autres espèces. Par exemple, on a pu observer un petit crustacé qui ressemble un peu à un Bernard l'ermite grimper vraiment sur les plumes. Donc, à chaque fois qu'on le voit sur nos vidéos, il est toujours, presque toujours sur une plume. Dans cette même ordre d'idée, je me demandais, est-ce que c'est difficile, Geneviève, d'étudier les fonds marins où se trouvent les coraux et les éponges d'eau froide? On parle d'électronique qu'on envoie finalement dans de l'eau salée très froide, très profonde, avec beaucoup de pression. Profondeur égale beaucoup de pression. Donc ça, c'est quand même certains défis technologiques qu'il faut relever. Par exemple, nous, on a déjà fait imploser un caisson avec une caméra parce que, évidemment, on est allé un peu à la limite de profondeur du caisson. Bien, on a vu que, c'est ça, l'eau est plus forte que tout. Hein? Fait que ça, évidemment, la caméra a été détruite. Donc, on apprend aussi. Puis j'imagine que tout ce matériel-là doit coûter quand même un peu cher, fait que ça doit être crève-cœur de justement perdre des caméras comme ça par implosion. Oui, évidemment, ils ont tous un coût. Mais ça, c'est l'autre point super intéressant de faire de la vidéo sous-marine, c'est qu'il existe vraiment une grande diversité d'équipements qu'on peut utiliser, puis qui ont tous leurs forces, leurs faiblesses et qui permettent tous d'atteindre différents objectifs. Par exemple, nous, on a eu la chance d'utiliser un robot sous-marin téléguidé, là, des ROV. Donc ça, c'est des équipements très spécialisés, plus coûteux, mais qui permettent d'aller dans tout type d'habitat. Donc, peut permettre vraiment de remonter le long d'une falaise ou d'aller dans des endroits très rocheux. Et ce qui est super intéressant avec les robots sous-marins téléguidés, c'est qu'ils ont des petits bras télécommandés qui nous permettent d'aller chercher des échantillons d'éponges, par exemple, ou même des échantillons de sédiments sur le fond. Donc, ça, c'est un gros plus. Mais sinon, nous, à Pêche Océan, on a nos petits équipements. Bien, petits, ils ne sont pas si petits, mais on a nos équipements faits maison qui ont évolué là, depuis une quinzaine d'années. On a, entre autres, un traîneau
de caméra qui est à peu près la taille là, d'une vraiment petite voiture. C'est une structure métallique. Puis, évidemment, sur ça, ben, on accroche des caméras vidéo, des caméras photo, des lumières. Et on va le remorquer sur le fond pour pouvoir filmer tout ce qui se passe là, durant quelques centaines de mètres. Sur les fonds marins, comme je mentionnais, à quelques centaines de mètres, il n'y a plus aucune lumière. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir beaucoup d'éclairage pour nous permettre de voir toutes nos espèces, d'être capable de les identifier, de voir les belles couleurs. Fait que, par exemple, on utilise quatre très grosses lumières sur le traîneau. Là, ça l'équivaut à 10 à 20 fois là, une ampoule qu'on aurait, là, par exemple, dans notre cuisine. Fait que ça, c'est super important. Puis évidemment, bien, ça prend de l'énergie, des batteries ou du courant électrique pour réussir à bien voir ce qui se passe sur le fond. On a aussi un système de caméras déposées qui, lui, on fait juste le déposer dans des endroits vraiment peut-être plus fragiles ou rocheux, qui va prendre une photo directement sous la caméra déposée. Puis là, on va pouvoir, un peu comme un yo-yo, la remonter un petit peu puis prendre une photo un peu plus loin. On a également quelque chose de hyper intéressant qui est une caméra appâtée. Ça sert à quoi? On met un appât et on va laisser ce système-là sur le fond avec 2 caméras pendant quelques heures. Puis le but, c'est vraiment de filmer toutes les espèces mobiles. Donc là, on est plus les poissons, ça peut être des crustacés qui vont se déplacer, qui vont être curieux, qui vont être attirés par l'appât. Et ça va être plus facile comme ça de suivre des espèces mobiles qui se seraient peut-être sauvées avec notre traîneau ou avec les roves. Puis, des fois, on a des petites surprises. On a aussi des phoques ou des requins qui viennent faire un petit coucou devant les caméras. Puis ça aussi, bien, ça permet de voir toutes les interactions. Des fois, un autre crabe qui grimpe par-dessus. Ils finissent par faire une pile pour qu'il y en ait un qui atteigne l'appât. Donc, ça nous permet d'aller chercher plein d'informations, pas juste de dire « Ah, ici, il y a un crabe » ou « Ici, il y a un poisson ». C'est quoi les différentes espèces de requins qui sont en mesure de venir vous visiter pendant que vous faites de la caméra appâtée? On en a vu 2 fois pour l'instant. C'est des requins marèches qui sont passés devant la caméra. Mais dans le Saint-Laurent, je sais qu'il y a quand même une assez grande diversité de requins. On a aussi des petits aiguillas noirs qui viennent souvent. J'étais curieuse de savoir, Geneviève, c'était quoi le temps d'une mission? Fait que si on envoie un rove, quand on envoie un traîneau, est-ce qu'on parle d'un 20 minutes, d'une heure? Ça dépend du protocole qu'on a décidé de suivre puis de répéter. Nous, le traîneau, habituellement, on fait une ligne de vidéo qui dure entre 15 et 20 minutes, puis on le remonte à la surface, puis là, on se déplace pour aller explorer plus loin sur les fonds marins. Avec des roves, bien là, souvent, une plongée, c'est beaucoup plus long parce que c'est un équipement beaucoup plus gros à déployer. Puis une fois qu'il est au fond, souvent, on essaie de faire un transect, là, d'explorer durant des fois plus 1 heure ou 2, mais tout est possible. Puis en fait, la grosse différence, c'est qu'un rove a directement l'électricité, donc n'a pas de limite de batterie, par exemple. Donc, on peut rester au fond beaucoup plus longtemps. Là. Qu'est-ce que vous prenez comme échantillon? Oui, bien, un peu de tout. On prend, entre autres, des échantillons d'eau. Donc, ça, c'est hyper intéressant pour aller voir les caractéristiques de l'eau sur le fond, où se trouvent nos coraux et nos éponges. On peut savoir, par exemple, les nutriments, la température, l'acidité, le pH. Hein, on entend beaucoup parler de ça aussi, l'acidification des océans. Mais on peut aussi aller voir l'ADN qui se retrouve dans nos échantillons. Donc, ça, c'est aussi un peu une nouvelle science qui est en train de se développer, l'ADN-E, donc l'ADN environnemental. Donc, à l'aide d'un échantillon d'eau, d'aller voir tous les petits fragments d'ADN qui ont été libérés par les différentes espèces et essayer finalement, justement, d'identifier les espèces qui se trouvent dans ce secteur-là à partir de signaux d'ADN. Comment est-ce que les espèces libèrent leur ADN? Principalement des petits fragments de peau, mais ça peut être aussi, certaines espèces produisent beaucoup de mucus.
Mais je pense une des grandes parts de tout ça, c'est les déjections des animaux. Quels autres types d'échantillons prenez-vous? On peut aussi aller prendre des échantillons de sédiments, donc vraiment sur quoi ils sont accrochés. Donc là, pour aller voir, est-ce qu'on est vraiment dans une vase très, très fine? Est-ce que c'est plus du sable? On peut aller mesurer les éléments nutritifs qui se retrouvent autant dans les échantillons d'eau ou dans les échantillons de sédiments. Est-ce que vous échantillonnez aussi des organismes de fond marin? Il y a vraiment un grand intérêt de ramener un morceau d'éponge pour nous aider à identifier l'espèce. Donc, nos plumes, il y a une moins grande diversité. C'est plus facile visuellement de savoir c'est quelle espèce. Les éponges, là, on tombe dans quelque chose de vraiment plus compliqué. Les éponges, des fois, une espèce va avoir une apparence différente, tout dépendant où on l'observe dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, elle va changer un petit peu de forme, changer un petit peu de couleur. Donc là, si on regarde sur une vidéo, c'est impossible de distinguer si c'est deux espèces ou si c'est la même. Donc, d'aller chercher un petit morceau nous permet, en fait, d'aller faire des analyses en laboratoire. Ça a l'air d'être un travail de moine pour être en mesure d'identifier quelle éponge est qui. En tout cas, ça semble être compliqué à identifier les différentes espèces. Oui, bien, c'est assez compliqué, mais il y a quand même une technique qui se développe de plus en plus, puis que depuis quelques années, on fait, nous, chez Pêche Océan, c'est d'aller observer les spicules. Donc, les spicules, ça se retrouve dans les tissus d'une éponge. C'est un peu comme un microsquelette interne d'une éponge. Puis, finalement, c'est des petits morceaux de silice. Assez petits, en fait, c'est à l'aide d'un microscope là, qu'on va aller les observer. Puis, tous ces petits morceaux-là ont des formes vraiment intéressantes et vraiment différentes. Donc, ça peut être des petits bâtonnets, ça peut être des petits crochets, ça peut être quelque chose d'un peu plus ovale avec des petites encoches. Donc, on prend à l'aide d'un microscope des photos de tous ces petits spicules-là. Puis, ça nous permet de, finalement, à l'aide de leur forme et de leur abondance, savoir c'est quelle espèce d'éponge qu'on a entre les mains. Donc, on voit la complexité, puis on voit pourquoi sur une vidéo, on n'est pas nécessairement capable de trancher sur l'espèce. Wow! C'est fascinant. J'avoue que je savais pas que c'était autant compliqué et assidu. Bien, c'est pour ça que, tu sais, en ce moment, on dit qu'il y a plus de 40 espèces dans le golfe du Saint-Laurent parce que depuis les dernières années, il y a des nouvelles espèces même qui ont été identifiées et décrites. Donc, à chaque année, on continue à en trouver de plus en plus. Quels sont les défis, les menaces auxquels les coraux et les éponges du Saint-Laurent font face, selon vous? Sûrement le réchauffement de la planète. C'est certain que ça les affecte. La pollution, clairement, ça vient débalancer toute l'eau. J'imagine que ça peut être plus acide, ça se détruit plus vite. Je me demandais, Jade, quelles sont les menaces auxquelles les coraux et les éponges font face? Les coraux et les éponges peuvent avoir plusieurs menaces parce que on sait que c'est des espèces qui ne peuvent pas vraiment se déplacer. Ils ont une croissance qui sont très lente, donc elles peuvent être particulièrement vulnérables à tous les changements de leur environnement. C'est sûr que les coraux et les éponges ne sont pas à l'abri des impacts des changements climatiques. Les changements climatiques, ça peut entraîner des grandes conséquences dans les océans du monde entier. Ça peut aller à une hausse du niveau de la mer, à des changements de la circulation océanique, l'acidification des océans, une augmentation de la température de l'eau. Et on sait en fait que l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent ne sont pas à l'abri en fait de ces impacts-là des changements climatiques. Si on retourne aux coraux et aux éponges, l'acidification peut avoir un impact sur les coraux et les éponges. On sait en fait, ça a été beaucoup démontré sur les coraux de calcaire qui forment des récifs en eau chaude. Donc, ça cause des blanchiments de coraux et ça mène souvent à leur mort. Par contre, c'est très peu connu sur nos coraux mous du golfe du Saint-Laurent. La structure des coraux durs et des coraux mous d'eau froide est très différente. Donc, l'acidification n'est pas très connue sur les coraux qu'on retrouve dans le golfe du Saint-Laurent. On sait qu'ils ont une tige de calcaire, donc peut-être que ça pourrait les impacter aussi. Un autre impact des changements climatiques sur les coraux et les éponges dans le golfe du Saint-Laurent, c'est ce qu'on appelle les zones hypoxiques et les zones anoxiques. Donc, ce sont des zones qui contiennent peu d'oxygène, donc les zones hypoxiques, ou des zones qui contiennent pas du tout d'oxygène, des zones qu'on dit anoxiques. Ces zones-là sont appelées communément les zones mortes.
Donc, on peut en déduire qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes qui sont capables de vivre dans ces zones-là. La taille de ces zones il augmente au fur et à mesure que la température des océans augmente. On sait que dans le golfe du Saint-Laurent, il y a des zones hypoxiques et il y a des zones anoxiques. Ça a été documenté. Certaines zones sont de plus en plus hypoxiques et ça peut donc affecter les organismes qui vivent sur le fond marin, surtout les organismes comme les coraux et les éponges qui ne peuvent pas vraiment se déplacer, donc fuir ces zones-là. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup de recherches qui ont été effectuées sur les eaux à l'est du Canada, sur l'impact de l'hypoxie et de l'anoxie sur les coraux et les éponges. Cependant, il y a eu des études qui ont été menées sur les éponges dans l'océan Pacifique, donc de l'autre côté du pays, qui ont démontré que certaines espèces d'éponges pourraient survivre dans des eaux qui sont hypoxiques, mais pas dans des eaux qui sont anoxiques, donc pas dans des eaux qui n'ont pas du tout d'oxygène. On sait que les zones hypoxiques sont principalement situées dans l'estuaire du Saint-Laurent, tandis que tout ce qui est acidification, c'est un peu réparti dans l'estuaire et dans le golfe du Saint-Laurent. Une autre menace, à part les changements climatiques, sont les engins de pêche. L'impact des engins de pêche sur les coraux et les éponges sont plus documentés et plus étudiés. On a des données par rapport à ça. Certaines pêches peuvent avoir des répercussions qui sont directes. Donc, les animaux peuvent se coincer, s'en mêler et même être tués par certains engins de pêche. Il y a aussi des impacts qu'on dit indirects. Par exemple, quand l'engin de pêche va perturber le fond marin et va remettre en suspension la vase qu'il y a dans le fond de l'eau, bien, ça peut étouffer certains organismes qui respirent en filtrant l'eau. À ce jour, les avis scientifiques ont déterminé que les engins de pêche ayant le plus grand impact sur les coraux et les éponges sont les engins qui entrent en contact avec le fond. Donc, allant du casier, un engin qui est simplement déposé sur le fond, jusqu'au chalut de fond là, qui vraiment va racler tout le fond marin. D'après vous, comment protège-t-on les coraux et les éponges du golfe du Saint-Laurent? Je sais pas. On met des clôtures. Ayant pris connaissance des menaces auxquelles les coraux et les éponges du Saint-Laurent font face, et sachant que les milieux où ils habitent sont difficiles d'accès, comment fait-on, Jade, pour les protéger, les coraux et les éponges d'eau froide? Il y a plusieurs moyens de protéger les coraux et les éponges d'eau froide. Nous, à Pêche et Océan Canada, on utilise ce qu'on appelle un refuge marin. Donc, un refuge marin, ça permet de faire la gestion des activités humaines dans le milieu marin. Et les refuges marins sont mis en place à long terme, donc ça fait en sorte qu'ils contribuent de façon durable à la conservation marine. Donc, pour protéger les coraux et les éponges dans le golfe du Saint-Laurent, on a mis en place 11 zones de conservation marine qu'on appelle des refuges marins. L'ensemble de ces refuges marins-là ont une très grande superficie. Là, ça va à une superficie de plus de 8500 km². On peut s'imaginer que c'est 17 fois la superficie de l'île de Montréal et un peu plus que l'île d'Anticosti. Certains refuges sont très profonds. Ils ont une profondeur moyenne qui peut aller à plus de 400 mètres. Et comme disait Geneviève, c'est des bons habitats pour les plumes de mer. Et tandis qu'il y a des refuges qui sont un peu moins profonds, là, qui peuvent être un peu moins de 100 mètres, qui sont plutôt des refuges pour protéger les espèces les espèces d'éponges qui vivent plutôt sur des blocs rocheux et sur des fonds rocheux. Donc, dans un refuge marin, plusieurs activités sont interdites, comme les pêches qui touchent le fond. Comment est-ce que vous assurez la surveillance des refuges? Les refuges marins des coraux et des éponges font l'objet de surveillance sur le terrain par les agents des pêches. Ça peut être de la surveillance aérienne ou de la surveillance en bateau. On s'assure aussi de faire le suivi des activités qui se déroulent dans les refuges marins. On veut surtout s'assurer que les activités qui se déroulent dans les refuges marins ne vont pas détruire ou endommager les coraux et les éponges qui y habitent. Je me demandais pour les différentes activités qui ont lieu dans les refuges, est-ce que c'est principalement, voire uniquement des activités scientifiques ou il y en a d'autres? Ça dépend des refuges marins, en fait. Si on parle des refuges marins qui visent la protection des coraux et des éponges, oui, c'est principalement des activités scientifiques qui se déroulent dedans. Jade, pouvez-vous me dire plus exactement où se situent dans le Saint-Laurent les refuges coraux-éponges? Oui, les refuges coraux-éponges se situent principalement autour de l'île d'Anticosti et dans le chenal laurentien, donc la vallée, la fameuse vallée que Geneviève parlait tantôt. C'est là qu'on retrouve principalement les plumes de mer. Comment est-ce qu'on pourrait les protéger, les coraux et les éponges du golfe? Bien, protéger plus d'espace, c'est simple. Comment est-ce que ces refuges marins sont mis en place?
C'est sûr que la mise en place d'outils de conservation marine, ça peut être complexe parce que ça demande, dans le fond, il y a beaucoup d'intervenants et d'intervenantes qui sont impliqués. À l'échelle nationale et internationale, le Canada s'est engagé à protéger les écosystèmes marins vulnérables dont font partie les coraux et les éponges. Donc, si on retourne dans le temps, le Canada s'était engagé à protéger 5 % des zones marines et côtières du pays d'ici 2017. Le Canada a voulu contribuer aux objectifs de 2017. Il a effectué des analyses de données écologiques, des analyses des données socio-économiques pour identifier les zones de conservation qui pourraient viser la protection des coraux et des éponges dans le golfe du Saint-Laurent. Aujourd'hui, le Canada a des nouveaux objectifs de conservation marine, soit d'atteindre un 30 % pour 2030. Il y a plusieurs étapes pour mettre en place des refuges marins. Bien sûr, la première étape, c'est d'identifier les zones de concentration des coraux et d'éponges qu'on a dans le golfe du Saint-Laurent. Il y a eu plusieurs publications scientifiques qui ont permis de sélectionner des zones de concentration importantes de coraux et des éponges, mais aussi des zones qui avaient plusieurs espèces. Au début, il y a eu 20 zones qui ont été sélectionnées et ensuite, ça a été raffiné et il y a eu 11 secteurs qui ont été retenus pour la mise en place des refuges marins. Par la suite, une fois qu'on avait identifié ces zones-là, il y a eu plusieurs consultations auprès des Premières Nations du Québec et auprès des associations de pêcheurs. Ces consultations-là ont été faites dans le but de recueillir leurs commentaires et leurs questions et de voir c'était quoi leurs impressions par rapport à ces zones-là. Donc, une fois qu'on est revenu là, de ces consultations-là qui ont été faites, on a analysé les commentaires et aussi les données socio-économiques. Parce qu'il a été important, oui, de protéger des zones où est-ce qu'il y avait des grandes concentrations de coraux et des éponges et beaucoup d'espèces, mais il a aussi été important de minimiser l'impact socio-économique sur les pêches. Donc, on a voulu aller chercher des zones qui n'avaient pas beaucoup de pêche dans l'optique de conserver un habitat qui était intact et de protéger ces zones-là de futures pêches. Donc, suite à toutes ces étapes-là, il y a eu 11 zones qui ont été sélectionnées et désignées comme refuges marins visant la protection des coraux et des éponges. Jade, est-ce qu'il y a d'autres exemples d'efforts de protection de coraux et d'éponges autres que dans le Saint-Laurent? Tout de suite, on peut penser, par exemple, à la Grande Barrière de corail en Australie qui est protégée. Mais avant d'aller à l'international, juste au Canada, on a beaucoup de sites qui visent à protéger des espèces qui vivent sur le fond marin, comme les coraux et les éponges. Si on prend un exemple juste ici au Québec, il y a aussi la zone de protection marine du banc des Américains, qui a plusieurs objectifs de conservation, dont un qui est la protection des habitats benthiques, donc le fond marin, et qui comprend plusieurs espèces d'éponges donc dans cette zone-là. On a aussi à l'ouest de Terre-Neuve, on a des zones qui s'appellent Flemish Cap. En fait, c'est 13 zones de fermeture de pêche, également pour protéger les zones de coraux, les coraux mous et les éponges. Sinon, d'autres exemples, on en a aussi en Europe. En 2022, il y a eu la Commission européenne qui a pris des mesures pour protéger les écosystèmes marins vulnérables comme les coraux et les éponges. Et donc, ils ont fermé en tout 87 zones aux engins de pêche qui entrent en contact avec le fond. Donc, on en a des exemples un peu partout, mais c'est sûr qu'en ce moment, il y en a un peu moins que les zones, en fait, les coraux et les éponges qui vivent en eau chaude, là, qu'on peut voir en plongée, par exemple. J'imagine que peut-être qu'ils ont meilleure presse, ces coraux-là, parce que justement, il y a plein de personnes qui viennent les visiter, sont en contact avec eux. Puis ça doit être, j'imagine, plus facile d'accès aussi. Exactement. Sont beaucoup plus connus. Tu sais, ici, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent, en fait, qu'on a des coraux et des éponges dans le golfe du Saint-Laurent et sont effectivement beaucoup moins accessibles. Là. Je verrais difficilement comment on pourrait plonger, aller voir les plumes à 400 mètres de profondeur dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, mais c'est des espèces quand même qui fournissent plusieurs bénéfices écosystémiques, donc qui sont tout autant importantes à protéger que leurs cousines du Sud. À vous entendre parler, c'est sûr que je vous crois. Puis je trouve ça intéressant de voir aussi que à l'échelle du Canada et même à l'international, il y a des efforts de conservation par rapport aux coraux et aux éponges d'eau froide. Je suis heureuse d'en connaître plus sur les différentes techniques qui sont utilisées pour étudier les coraux et les éponges d'eau froide, comme les robots sous-marins téléguidés et les caméras appâtées, et aussi de découvrir qu'est-ce qui est fait pour les protéger, comme la mise en place de refuges marins.
Ce fut un plaisir de vous avoir eu avec nous, Geneviève Faille, biologiste aux aires marines protégées à la Direction des sciences pélagiques et écosystémiques de Pêche et Océans Canada, et Jade Brossard, biologiste en conservation marine à la Direction régionale de la gestion des écosystèmes de Pêche et Océans Canada. Dans cette série, on a exploré l'univers des coraux et des éponges d'eau froide. Dans le premier épisode, on a découvert ce qui les distingue, ainsi que leur rôle dans les écosystèmes du Saint-Laurent. Dans l'épisode 2, on a approfondi nos connaissances de ces animaux et on a découvert certaines techniques employées pour les étudier, ainsi que certaines façons de les protéger. On espère que ce balado vous a permis d'en apprendre plus sur ces animaux mystérieux. Ce balado est une réalisation du Comité ZIP Gaspésie avec l'aide du Studio Onguedo et du Caracol Studio. Il a été financé par Pêche et Océans Canada et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Au montage et au mixage, Aïke Barsalou. À l'animation et à la réalisation, Camille Pépin et Léa Roy. Merci à Geneviève Faille, biologiste aux aires marines protégées à la Direction des sciences pélagiques et écosystémiques de Pêche et Océans Canada, et Jade Brossard, biologiste en conservation marine à la Direction régionale de la gestion des écosystèmes de Pêche et Océans Canada. Et merci à vous de nous avoir écoutés.